Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture qui sera consacré essentiellement aux romans et autres livres hors graphique que j'ai lus en juillet et en août, du moins début août. Et je vous ferai un nouveau point lecture dédié au graphique pour le mois d'août également parce que j'ai beaucoup lu le graphique aussi au mois d'août. Donc on va commencer tout de suite avec une de mes dernières lectures de juillet et ma seule déception de ces mois d'été. Il s'agit de Ursibelle, fils de la grande ours de Caroline Générès, chez Robert Laffont, collection R. Alors ce livre je l'ai reçu en masse critique Babelio, donc via l'éditeur. J'en attendais pas grand chose au départ parce que avec cette couverture là qui est extrêmement moche, faut dire ce qui est, elle n'est pas très très belle. Mais j'avais lu le résumé et en fait dans le résumé on nous dit dans la lignée d'À la croisée des mondes et de la passe miroir. Donc ayant eu des coups de cœur à la fois pour la croisée des mondes et pour la passe miroir, je me suis dit pourquoi pas, allons-y, c'est très original, ça se passe sur une planète hors de la Terre en fait, où la flore s'est rebellée et est en guerre contre les humains qui sont dans une société où ils sont en collaboration avec les ours. On va commencer par ce que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé le style de l'autrice, je trouve qu'elle écrit très bien. C'est un premier roman et je trouve que pour un premier roman c'est assez réussi au niveau du style. Au niveau de l'univers, c'est hyper original parce qu'il y a des personnages végétaux. Alors c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, que ça soit en fantasy ou en SF, c'est quelque chose que j'ai jamais vu en fait. À part des entités végétales vivantes qu'on suit et qui sont plutôt négatives d'ailleurs dans beaucoup de livres de SF. Mais là, il y a carrément des personnages parlants, de la flore parlante en fait, donc c'est assez original. Hormis ça, j'ai pas plus de points, on va dire, positifs pour ce livre parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup dérangée. Notamment, déjà, on est sur une quête, un élu avec une quête. Donc, schéma hyper classique. On ne sort pas du schéma classique, hein, c'est la même chose que tout ce qu'on peut voir. Un petit ourson qui va être porté comme l'élu de son peuple, qui doit ramener tous les ours sur Terre. C'est sa mission. Il va y avoir des péripéties, voilà, un système à abattre, un système politique dictatorial à abattre, donc très très classique dans ce style-là, pas transcendant. Après, au niveau du traitement du manichéisme, j'ai trouvé ça très 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 manichéen, et en même temps très perturbant parce qu'on a le côté bon et le côté méchant qui est clairement cadré. Et en même temps, on a les méchants, c'est un système donc dictatorial avec une histoire de militarisme à outrance, notamment du militarisme auprès des enfants. Donc il y a des enfants soldats, il y a des scènes de torture, c'est très violent quand même. Ça s'adresse aux ados, donc pourquoi pas, mais je trouve ça quand même, il y a des scènes quand même assez choquantes dans ce bouquin. Et le gros point négatif pour moi, c'est que les gentils, entre guillemets, sont une espèce de religion, enfin des religieux, et une religion très très exacerbée qui s'appelle les éléistes, et qui va embrigader les oursons, donc des enfants, clairement, pour subir ce qu'ils appellent l'empeluchement, c'est-à-dire passer du stade d'ours vivant à celui d'ours en peluche. Donc on est clairement sur un suicide, hein, pour moi. Enfin, ou alors j'extrapole, mais là, ça m'a posé problème. Les scènes d'empeluchement sont absolument horribles, vraiment. C'est ultra violent psychologiquement parlant. Voilà, j'ai limite failli arrêter ma lecture. Ça se passe au premier quart du roman et j'ai failli arrêter ma lecture à ce moment-là. Je me suis dit je vais continuer. Ça ne revient pas dans la suite, mais ça m'a clairement dérangée parce que c'est considéré comme normal. À aucun moment il y a une remise en question de cette espèce d'embrigadement religieux. Et moi, clairement, ça m'a posé souci. Après, au niveau de l'histoire, on est sur une quête initiatique très très simple et
le problème de cette non remise en question de la religion éléiste, c'est que ça m'a un peu gâché ma lecture parce que les personnages sont assez fades, j'ai trouvé. Il n'y a que le personnage de Drizina, je crois, que j'ai bien aimé, qui est un personnage adulte, une femme. Je ne sais plus si elle est médecin ou quelque chose comme ça, enfin bref. Elle prend soin d'Ursibel, donc l'élu. Et justement, elle s'en occupe comme un véritable enfant, et pas comme l'élu, voilà. Elle ne le porte pas dans ce statut d'élu, et je trouve ça très intéressant pour le coup. Il y a quelques personnages assez rigolos. Les deux compagnons d'Ursibel sont assez drôles. Après, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Très franchement, hein, voilà, ça m'a... Et puis ça m'a déçue parce qu'on m'a dit dans la lignée de Pullman et d'abord, clairement, on n'est pas au niveau, quoi. Au niveau de l'univers et au niveau de la réflexion et de la satire de la religion, on n'y est pas du tout. Là, il n'y a pas de remise en question dans ce roman. Donc, c'est du classique. Si vous aimez lire tout ce qui est quête initiatique et un univers original, je pense que ça vous plaira. Mais voilà, il y a ce côté, il y a que ce côté un petit peu sectaire religieux qui est, voilà, faut arriver à passer outre. Moi, j'ai pas trop réussi, donc c'est pour ça que ça n'a pas été une très très bonne lecture pour moi. Et on va passer aux bonnes lectures. Alors, les bonnes lectures, après, voilà, il y en a 3. La première que j'ai faite, il s'agit de La place de Annie Ernaux chez Folio. Donc là, on est sur un récit autobiographique où Annie Ernaux va nous parler de son père. Ça reste très classique, on est sur son enfance, sur son adolescence, sur ce lien qu'elle crée avec son père. Le style est très agréable, j'aime beaucoup le style d'Annie Ernaux. Il n'y a pas de chapitrage, c'est avec des paragraphes et c'est des épisodes de sa vie en fait qu'on va suivre. Il faut savoir qu'elle est née dans une famille petit commerçant de quartier et elle s'est élevée dans les hautes sphères littéraires. Elle a fait des études, ce qui à l'époque n'était pas forcément le lot de tous les enfants de commerçants. Mais j'ai beaucoup aimé découvrir déjà l'autrice parce que c'est mon premier d'Annie Ernaux et puis ça m'a donné envie d'aller lire d'autres choses. Il y a un côté doux amer quand même pour cette relation avec ce père qu'elle l'aime et en même temps elle le méprise un peu. C'est bizarre, il y a ce lien de classe qui se crée, enfin ce fossé de classe en fait qui va se créer au fil de son apprentissage et de ses études. C'est assez particulier quand même, hein, faut s'y faire. Mais c'est intéressant sur le côté sociétal, je trouve. Ensuite, j'ai lu, je vous le mettrai ici parce que je l'ai en numérique, c'est Le retour du chat assassin de Anne Fine. J'avais beaucoup aimé Journal d'un chat assassin de Anne Fine. Et là, j'ai retrouvé Tuffy, le chat de la famille, avec beaucoup de plaisir. Il est hyper cynique, il y a des petits dessins, en fait, il y a des illustrations de l'autrice dans le roman, et je trouve ça, mais c'est tellement drôle, c'est tellement frais. Si vous avez un chat, ça vous parlera. Si vous avez eu des chats, ça vous parlera très franchement. On est sur la suite, donc les maîtres partent en vacances et Tuffy va se retrouver à être gardé par un pasteur, je crois. Et le pasteur, franchement, il va lui en faire voir de toutes les couleurs et puis il va faire un petit peu ce qu'il veut. C'est très drôle, c'est frais, c'est des chapitres très courts, c'est un roman jeunesse, très jeunesse. Là, pour le coup, on est sur premier lecteur, hein, donc voilà, ça se lit en une demi-heure, c'est plié, hein, quand vous êtes adulte. Ça permet de se faire une petite parenthèse rigolote, ça se laisse lire tout seul. Et le suivant, j'ai, comme je vous avais dit dans le dernier point lecture, emprunté le 10e tome, donc dernier tome paru de la série de Sherlock Lupin et moi, donc Le Seigneur du Crime. Là, on est toujours à Londres et dans l'académie de musique et il va y avoir une espèce de fil rouge via le journal et des énigmes dans le journal. Et bien sûr, Moriarty va entrer clairement en scène dans celui-ci. C'est bien, c'est une bonne série, moi j'aime beaucoup. Mais après, c'est pas quelque chose que j'enchaînerais en fait. C'est pas des romans que j'enchaînerais les uns à la suite des autres. On suit l'évolution des personnages. Il n'y a pas
trop de romance dans celui-là, ça va encore, le triangle amoureux est pas trop présent, un tout petit peu, mais ça passe. J'ai été un peu déçue de ne pas voir autant Horatio et le père de Irène, que j'aime beaucoup, qui sont des personnages que j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, là dans celui-là, on est sur le côté soirée mondaine, le côté un petit peu oui, lien avec le journal et Scotland Yard encore. Comme d'habitude, le style est très agréable. On est sur des en-têtes de chapitres avec des dessins comme ça. C'est écrit extrêmement gros, ça se lit tout seul. Si vous aimez les policiers jeunesse, je vous conseille cette série. On passe aux très bonnes lectures. Comme vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de mauvaises, voire juste bonnes lectures. Très bonnes lectures, il y en a quand même pas mal. Pour commencer, j'ai fini ma relecture de Elana en audio pour le coup. Donc chez Audiolib, L'envol et la prophétie. J'ai terminé. Qu'est-ce que c'était bien! Cette série, c'est incroyable à quel point ça vous met dans l'ambiance. Alors, il faut savoir que Elana l'envol, c'est ce qui fait le lien entre l'adolescence d'Elana et la première quête, enfin la première trilogie des Willan, la quête des Willan. Donc, en fait, à la fin de ce tome, elle rencontre Ewilan et on fait le lien du coup avec la première trilogie. Donc c'est vraiment génial. Il y a tout le lien avec son mentor, avec Gilano, qui est extrêmement bien brossé dans celui-là. Pareil, son lien avec Nilem, qui va commencer à se nouer un petit peu plus. Le style de Botero est toujours aussi incroyable. La version audio par, je crois que c'est Jessica Monceau, la lectrice, rien à dire. Franchement, rien à dire. Cette version audio est sublime et vraiment très bien faite. Et le troisième tome de la trilogie, donc Elana la prophétie, se passe après les deux trilogies d'Ewilan. Donc c'est à la fin des mondes d'Ewilan, on reprend ici. Ce qui est assez perturbant au départ, c'est qu'on va suivre Elana alors qu'elle est blessée. Et en fait, on va avoir ses souvenirs à rebours au début du roman, avant de reprendre le fil chronologique de l'histoire. Donc ça peut un peu... Enfin, en audio, ça m'a un peu... j'ai eu un peu de mal à remettre les wagons dans le bon sens. Mais ça reste toujours très agréable et j'adore cette fin. J'adore les péripéties, j'adore les personnages comme toujours. J'ai adoré retrouver les personnages des Willan en fait dans ce tome-là et voir leur évolution après la fin des mondes. C'est clairement mon préféré de toute la saga de Gwendalavir. Parce que voilà, c'est là que tout se noue. Donc on sent que tout va se nouer sur les autres livres. Après, voilà, malheureusement, on n'aura pas le fin mot de l'histoire, mais on se doute que voilà, cet univers est tellement grand et tellement foisonnant qu'il y aurait moyen de faire plein de romans qui convergent en fait. Donc Botero, que je vous conseille à 100 000%. Autre suite de série, j'ai lu le deuxième tome de la trilogie Au cœur du Yamato de Aki Shimazaki, donc Zakuro. Le premier Mitsuba, je vous mettrai mon point lecture de juin en barre d'infos, donc j'avais beaucoup aimé. Là c'est pareil, vraiment une très bonne lecture. Dans celui-là, on va suivre Monsieur Toda, donc qui est un personnage du premier tome, et comme je vous disais, c'est le principe. On a 5 romans avec 5 personnages phares, c'est la patte de l'autrice, elle fait des pentalogies, le même temps, la même époque, la même trame, et elle va prendre 5 personnages. Donc là, on est avec Monsieur Toda, qu'on va suivre pendant son enfance, son adolescence et le début de sa collaboration avec la société de commerce international et le lien avec son fils. Et on va comprendre quelques éléments du premier tome qui vont faire sens en fait dans ce deuxième. Vous verrez bientôt dans le book haul de juillet, je me suis procuré la pentalogie en coffret.
Donc je vais les continuer. Un bonheur, Akishi Mazeki, un bonheur pour qui aime la littérature japonaise. Là on va avoir tout un pan sur le lien entre le Japon et la Mandchourie à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et tout le lien avec l'URSS aussi. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce pan de l'histoire, encore une fois, brossé par cette autrice. Elle n'a pas de fausse douceur pour son pays et en même temps elle est assez patriote. Enfin, on sent son amour pour son pays, mais en même temps elle prend pas de gants en fait avec l'histoire de son pays. Elle est assez réaliste. Elle se rend compte qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés, quoi. Donc une super pentalogie, j'ai hâte de la continuer. Ensuite, j'ai lu Homebody de Rupi Kaur, c'est aux éditions Nil. C'est pas mon préféré de l'autrice, c'est celui que j'ai le moins aimé sur tout ce que j'ai, sur tous les 3 recueils que j'ai lus, donc qui sont sortis à ce jour. C'est celui que j'ai le moins aimé, mais ça reste quand même excellent. Il y a toute une réflexion dans celui-ci sur la famille, sur l'engagement en tant que féministe. C'est assez vaste par rapport au premier recueil qui était très intime, très intériorisé et très sur le lien à soi-même. Là, c'est sur l'ouverture au monde et sur comment se trouver en fait à travers ses convictions et à travers son engagement. C'est intéressant et comme d'habitude, c'est très beau au niveau du style. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, il n'y a pas de rime, il n'y a pas de forme précise. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup. Après, je ne l'ai pas lu dans un moment où, comme les autres, où j'étais peut-être moins en phase avec la poésie quand je l'ai lu. Et je l'ai lu plus morcelé que ce que j'ai fait avec les autres recueils. C'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être que je le relirai dans un autre état d'esprit, ça sera pas la même chose. La poésie est c'est très personnel en fait comme lecture. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, voilà, on peut pas y faire grand chose. Moi je sais que ça me parle beaucoup et la poésie de Rupi Kaur notamment. Donc là, si vous vous intéressez à tout ce qui est engagement militant et politique au niveau du féminisme et tout ce qui est toujours en lien avec la famille et le lien à soi en tant que femme, c'est toujours aussi intéressant. Et on passe au coup de cœur. Il y en a 4. En un mois à peine, je trouve que c'est vachement bien et j'étais ultra contente de lire certains de ces livres et de les découvrir et d'avoir des coups de cœur aussi monumentaux pour ces bouquins. Donc le premier, alors je me le suis acheté en grand format, mais je ne l'ai pas lu en grand format, je l'ai lu en version audio, parce que j'avais découvert en fait tous les Hunger Games en version audio aussi, et j'avais beaucoup aimé. Et là encore, j'ai beaucoup aimé la version, je crois que c'est Audiolib qui a fait ça. Et j'aime beaucoup, de toute façon j'aime beaucoup chez Audiolib ce qu'ils font. J'aime beaucoup la mise en voix et la mise en scène presque phonique des romans, je trouve que c'est vraiment très réussi. Donc j'ai écouté La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le préquel de Hunger Games par Suzanne Collins, donc là c'est chez PKJ. J'ai adoré, j'ai adoré. Après, c'est un livre qui donc se concentre sur la jeunesse de Coriolanus Snow, donc le futur président Snow de la trilogie. Ça se passe 64 ans avant le début de la trilogie. Donc il y a beaucoup de personnages bien sûr nouveaux, il y a quelques personnages qu'on connaît mais il y en a très peu. On va notamment retrouver la cousine de Snow qui est Tigris. Donc on voit dans le 3e tome qui est une styliste un petit peu déchue dans le 3e tome. Là on la rencontre en tant que jeune fille qui aide son cousin. J'ai adoré ce roman parce que ça se lit tout seul. Je l'ai écouté, donc fatalement ça se lit tout seul, mais j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai adoré suivre l'évolution du président Snow. Bon, on sait comment ça va se terminer, on sait qu'il va mal tourner, on sait que c'est vraiment un cas à part niveau psychologique, il y a un souci quelque part. Il n'y a pas de justification. Finalement, on finit le roman et on se dit ouais, bah non en fait. Il a vécu des trucs dans sa vie très durs, c'est sûr. On voit tout son passé, toute son enfance, tout. C'est très
compliqué quand même parce qu'il a vécu son enfance pendant la guerre contre les districts. Il a tout vu en fait, il a vu le truc se dérouler, mais ça ne justifie pas les dérives de la trilogie pour autant. Ces dérives dans la trilogie. Et voilà, ça ne justifie rien. Mais après, c'est un personnage auquel on s'attache dans le roman, et en fait, on a envie d'y croire jusqu'à la fin du roman, on a envie d'y croire, on a envie de croire qu'il va se laisser porter par cette adoration, par cette relation. Et le personnage d'ailleurs que j'ai adoré, parce qu'elle rappelle beaucoup Katniss par beaucoup de côtés, c'est le personnage de Lucy Gray, donc du tribut qu'on attribue à Snow. Fille du district 12, ça rappelle quand même beaucoup Katniss. Il y a certains éléments aussi dans le roman qui expliquent certaines choses, certains détails de la trilogie, et ça je trouve ça excellent. Au départ je me suis dit bon c'est du fan service, moi qui ai adoré Hunger Games, c'était obligé que j'adore ce livre, mais il y a beaucoup plus que du fan service dans ce roman. Il y a quand même beaucoup d'explications sur la trilogie, je trouve ça très intéressant. Il y a des détails sur l'évolution des districts, sur l'évolution des jeux, parce que les jeux, les 10e Hunger Games qui ont lieu dans ce roman, au final ne sont pas si centraux que ça. C'est une partie, bien sûr. On explique tout ce qui est le système du mentorat qui va être lancé cette année-là, la jeunesse dorée du Capitole et le lien qu'ils ont avec les jeux, le pendant district et Capitole, les transfuges qui viennent des familles riches des districts et qui s'installent au Capitole. Il y a tout un truc sur ça aussi. Ça, c'est super intéressant. Avec le personnage de Sejanus, il est trop doux pour ce monde, Sejanus. Ça fait un peu, voilà, c'est un peu Pita. En fait, c'est le même principe que Pita. Ils sont trop gentils pour ce monde-là. C'est mais intéressant vraiment au possible parce que c'est plein de personnalités. Encore une fois, plein de personnages. Suzanne Collins a vraiment un don pour brosser les personnages. Tout un panel sur la politique du Capitole et comment ça se met en place. Et comment on intègre des trucs aux Hunger Games et pourquoi ça existe, enfin, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça va évoluer dans ce sens-là. C'est vraiment passionnant. J'ai adoré et je serais friande de voir des livres en fait en lien avec certains personnages qu'on a croisés soit dans la trilogie soit ici, de voir des choses en plus. Ça ne me dérangerait absolument pas parce que c'est un univers que j'aime énormément et qui m'intrigue beaucoup. Le deuxième coup de cœur, je l'ai fini hier. Je l'ai lu en lecture commune. Il s'agit de la papeterie Tsubaki de Ito Ogawa chez Piquet Poche. Donc Ito Ogawa, je vous avais déjà présenté le jardin arc-en-ciel dans mon point lecture de novembre, je crois, je vous le remettrai en barre d'infos. Ça avait aussi été un coup de cœur. Je pense que c'est une de mes autrices japonaises préférées avec Aki Shimazaki. Si vous cherchez un roman doudou, un roman qui vous fait du bien, qui vous fait sourire, qui vous rassérène, qui vous conforte, vous imaginez un massage ayurvédique aux huiles essentielles avec de la musique douce en fond et quelqu'un qui vous masse les pieds. Enfin, voilà, c'est ça ce roman-là. C'est l'effet que ça fait de lire ce roman-là. Ça vous détend, ça vous fait sortir complètement de votre quotidien, ça vous fait du bien tout simplement. Vous êtes dans une bulle de douceur. On suit Atoko, qui est une jeune femme qui vient de revenir dans la ville de Kamakura, où sa grand-mère tenait une papeterie et avait un métier d'écrivain public. Et en fait, elle va reprendre, suite au décès de sa grand-mère, la papeterie Tsubaki. Et elle va rencontrer tout un panel de personnages, tous plus chatoyants les uns que les autres. Enfin, moi, ils me font du bien. Les personnages de Ito Ogawa me font un bien fou. C'est des gens hyper apaisants et bienveillant. C'est dingue d'arriver à faire un condensé de bien-être de l'être humain. J'adore. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on a des lettres à l'intérieur en fait. Elle écrit, elle a repris l'activité d'écrivain public de sa grand-mère. Et elle rencontre les gens et elle leur fait des lettres. Donc du coup on les a en japonais à l'intérieur. On les a traduits bien évidemment, mais on les a en japonais à l'intérieur. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement,
Le style d'écriture est complètement différent selon la nature des lettres qu'elle écrit. Elle a beaucoup d'explications sur les stylos, sur le papier, sur quel stylo on utilise, quel papier on utilise, comment on écrit, les phrases introductives et conclusives de certains types de lettres. C'est vraiment très très intéressant. Il y a plein de bouffe aussi encore. Ça parle beaucoup nourriture et moi j'aime beaucoup quand ça parle nourriture. Je trouve que les Japonais ont un don pour parler de la nourriture, notamment Ito Ogawa d'ailleurs. On va la suivre avec tous ces panels de personnages, s'ils soient originaires du quartier ou pas, et elle va créer des liens avec sa voisine, elle va créer une ancienne connaissance de sa grand-mère, avec une jeune femme d'origine étrangère, et avec une petite fille aussi. Enfin, c'est vraiment très très intéressant et je trouve ça touchant et c'est extrêmement bien écrit, donc je vous conseille franchement cette autrice si vous avez envie d'un roman un petit peu posé pour vous détendre et en même temps pour vous faire du bien au moral. Le troisième coup de cœur, il s'agit de À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, donc c'est chez Gallimard Jeunesse. Celui-là aussi, je l'ai lu en lecture commune avec ma binôme de l'année. Et quel coup de cœur ça a été. J'ai du mal à en parler sans vous spoiler, mais on va suivre 5 personnages différents. Donc 2 ados, Titouan et Alix. 2 personnages un petit peu la quarantaine. Armand qui est le père de Alix. Et Gabrielle qui est sa prof de théâtre. Et une vieille dame, Luce, qui a 80 ans et qui vit seule chez elle depuis le décès de son mari, qui est un petit peu déprimée. Ces 5 personnages vont graviter et Manon Fargeton, avec son talent incomparable, va nouer ces 5 destins ensemble et ça va être un feu d'artifice d'émotions. C'est sublime. Je trouve que Manon Fargeton a une écriture qui est de plus en plus belle, un style de plus en plus fluide et franchement ça se bonifie de roman en roman, son écriture c'est incomparable et c'est mon préféré de l'autrice. J'en ai lu quelques-uns mais celui-ci ça reste mon préféré. J'ai eu ma petite larme, j'ai ri, j'ai pleuré, on a des chapitres très très courts avec des alternances de points de vue du coup. Les alternances de points de vue d'habitude me sortent du récit, bah là ça m'a complètement embarquée. Et on fait le lien très très facilement avec ces 5 personnages, on est avec eux, on vit avec eux, il y a des thématiques assez dures quand même qui sont évoquées, donc le deuil, l'isolement social, la quête de soi, le doute, comment se reconstruire après une rupture, comment trouver la bonne personne avec qui faire sa vie, comment s'épanouir en étant seul et comment retrouver des souvenirs, trouver le bon côté dans la vie. Je lis très très peu de romans contemporains jeunesse. Si vous ne devez en lire qu'un, c'est celui-là. C'est extrêmement positif comme roman et je vous conseille vraiment ce livre. Et le dernier, et non des moindres, puisqu'il s'agit de mon méga coup de cœur. Franchement, si je devais retenir qu'un seul livre dans ce point lecture, c'est celui-là. Il s'agit de Ressac de Digli, donc Maureen Wingrove alias Digli. C'est publié chez La Ville Brûle. Alors ce livre-là, il faut savoir que je l'ai emprunté à la base à ma mère, qui l'avait reçu d'une amie sur Babelio qui lui avait envoyé. Voilà, je lui ai emprunté parce que Cornelius de la chaîne Cornelius en a parlé mais vraiment en bien et m'a vraiment donné envie de le lire. Donc je le remercie pour ce conseil parce que je serais jamais allée vers ce livre en fait. C'est pas du tout le style de livre que je lis habituellement. On est sur un récit autobiographique contemporain, Maureen Wingrove, qui se sent un peu perdu et va partir pour une retraite en Bretagne pendant 5 jours dans une abbaye. C'est saisissant. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'est extrêmement beau. Le style de Maureen Wingrove, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi parlant, aussi pénétrant, aussi émouvant. Elle sait faire des phrases assez percutantes et pourtant hyper simples. On est avec elle dans cette abbaye et en même temps il se passe pas grand chose. C'est une rencontre
avec elle-même et en même temps une rencontre avec tout un tas de personnes au destin tous plus différents les uns que les autres, enfin toutes plus différentes les uns que les autres parce que c'est que des femmes qu'elle va rencontrer. Tout ce côté-là de retour à soi, de lien avec la nature, c'est très posé, c'est très calme. Et en même temps, c'est hyper profond parce qu'elle part dans une introspection bienvenue dans sa vie. En fait, c'était à ce moment-là, elle avait besoin de repartir et de se reconnecter à elle-même. Enfin, ça m'a retourné, ça m'a vraiment parlé parce que c'est une jeune femme qui doit avoir 30, ouais, dans la trentaine, entre 30 et 35 ans. C'est beaucoup de questionnements qu'on a quand on arrive à cet âge-là. Enfin, elle a vraiment tout un tas de questionnements qui m'ont vraiment touchée et parlé. Quand on finit, on n'a qu'une envie, c'est d'aller soi-même aussi se faire une retraite. C'est spirituel, mais pas dans le sens religieux, c'est vraiment spirituel dans le sens esprit et artistique. Spirituel et artistique, en fait, on a vraiment envie de partir s'isoler après ce roman. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'elle a écrit ce roman et qu'elle a fait cette retraite juste avant le premier confinement en 2020. Et c'était vraiment prophétique presque. Et je trouve que c'est excellent, excellent. C'est un roman, si vous êtes en période de questionnement ou si vous n'êtes pas trop bien dans votre vie en ce moment, je vous le conseille. C'est quelque chose qui vous remet, qui remet les choses en perspective et qui vous ouvre aux autres et quelque part peut vous aider à vous ouvrir à vous-même. C'est excellent avec cette façon d'écrire et cette plume incomparable qu'a Digli. Je ne la connaissais pas du tout. Je sais qu'elle fait des BD, qu'elle est illustratrice, mais je ne la connaissais absolument pas. C'est vraiment par la recommandation de Cornelius que j'ai découvert ce livre et je vous le conseille mais à 100 000. Je pense que ça sera un de mes gros coups de cœur, voire mon gros coup de cœur de l'année 2021. Et voilà, c'est fini pour ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. J'espère ne pas vous avoir perdu en route parce qu'il va être un petit peu long. Je vais essayer de le couper au montage. Et voilà, dites-moi ce que vous avez lu, vous, comme roman pendant ces mois d'été. Et puis moi, si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés ou pas, et pourquoi. Et puis qu'on échange un petit peu en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!